Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un sujet de santé précis ou de remède naturel, mais je vais faire une vidéo coup de gueule entre guillemets, ce qui m'arrive tout de même assez rarement, et donc d'où le fait que j'ai sorti mes gants de boxe, mais je pense qu'il est plus que jamais nécessaire et qu'il est temps de mettre les points sur les i par rapport à une tendance que je vois de plus en plus émerger ces derniers temps, notamment dans certains médias, contre les personnes qui cherchent à manger sainement et à reprendre leur santé en main. Donc je vous préviens, ça va cogner. Pour remettre les choses dans leur contexte, l'élément déclencheur de cette vidéo et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est un sujet diffusé il y a quelques jours aux 20h de France 2 qui, en deux mots, nous expliquait qu'à partir du moment où une personne s'intéresse à son alimentation et à son impact sur sa santé, elle pouvait être classée comme orthorexique et que ce problème concernerait soi-disant un Français sur 5, un chiffre qui sort absolument de nulle part. Plus c'est gros, plus ça passe. Pour ceux qui ne savent pas, l'orthorexie est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par une fixation sur l'ingestion d'une nourriture saine et qui peut être assimilée au niveau de son intensité psychologique à de l'anorexie mentale par exemple. Il s'agit donc d'un trouble qui ne repose pas forcément sur des arguments rationnels. Les orthorexiques existent vraiment, de par mon métier j'en ai croisé, mais il s'agit d'un groupe ultra minoritaire. Cela ne représente clairement pas 20% de la population française ou même de la population occidentale en général, et on est très éloigné bien entendu de la vision saine et gourmande que j'essaye de vous transmettre au travers de Natura Coach. Mais il faut savoir aussi que le médecin qui a mis un nom sur cette pathologie il y a une quinzaine d'années, le Dr Bratman, a créé un questionnaire censé déterminer si vous êtes orthorexique ou non, et dont la plupart des questions sont très mal formulées, voire complètement débiles. Je vous donne un exemple. La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle à vos yeux plus importante que le plaisir de le déguster? Donc comme si manger sain voulait forcément dire manger des choses sans goût, et que donc par opposition, manger des aliments industriels, ce serait se faire plaisir et manger des choses avec du goût. Si je vous donne des recettes comme le Naturola, ou même plus récemment une tarte ou un gâteau au chocolat, ou que je fais même un programme en ligne Natura Cook entièrement dédié à la cuisine saine et gourmande, c'est bien parce que la richesse des produits et des saveurs est 100 fois, 1000 fois plus importante dans l'alimentation saine que je défends que dans l'alimentation industrielle qui, elle, est fade, insipide et sans goût. La nutrition est devenue pour le grand public un sujet complexe aujourd'hui, car vous allumez la télé, vous tombez sur un scandale sanitaire, type lasagne au cheval, poulet à la dioxine, graines germées infestées par des bactéries E. coli, etc. Vous changez de chaîne, vous tombez sur une publicité vantant les mérites de tel ou tel yaourt pour la santé de vos os. Vous allez sur internet, vous entendez tout et son contraire. On trouve aussi bien le pire que le meilleur. Et au final, vous ne savez plus à quel sein vous vouer. Ce qui fait qu'avec cette saturation d'informations, la plupart des gens vont laisser tomber ensuite toute idée de changement d'alimentation. Mais le problème est qu'aujourd'hui, contrairement il y a même encore un siècle, il est très difficile, si vous n'êtes pas armé d'un minimum de savoir, de faire les bons choix et de prendre soin de votre santé. On a perdu toute notion des saisons, les enfants ne savent même plus à quoi ressemble un fruit dans la nature. Si vous rentrez dans un supermarché standard, il y a plus de 40 000 références en moyenne et plus du double dans un hypermarché. Comment voulez-vous vous y retrouver face à cela si vous ne penchez pas un minimum sur la question? Admettons que l'on écoute et que l'on accepte ce discours que j'évoquais qui nous dit ne vous souciez de rien, continuez à faire vos courses comme si de rien n'était, à acheter des produits de grandes marques, industrielles. De toute manière, si c'est autorisé à la vente, c'est que ça ne peut pas être mauvais pour votre santé. Et donc, on continue sur cette lancée, c'est-à-dire un nombre d'obèses, par exemple, qui a doublé en France en 15 ans. Près d'un adulte sur deux aujourd'hui en France est soit obèse, soit en surpoids. Un rapport récent britannique évalue même à 1/3 le nombre d'adultes en surpoids ou obèses dans le monde. 1/3. Même le taux de diabète dans les différents pays continue à croître très rapidement, notamment dans les pays développés. En Chine, il y a déjà 12% d'adultes diabétiques, sans parler ensuite des différentes maladies cardiovasculaires ou des cancers
qui également touche de plus en plus de personnes. Un dernier chiffre pour vous rendre compte à quel point on marche sur la tête. En France, le nombre de décès par accident de la route représente 0,6% du nombre de décès total. C'est tout à fait souhaitable, bien entendu, de faire baisser le nombre de morts sur la route, mais vous voyez bien qu'on y consacre de gros moyens financiers, politiques, en communication. Pour avoir un point de comparaison, le nombre de morts par accident et maladie cardiovasculaire représente, lui, 28% du nombre de décès total. Je vous laisse tirer de vous-même la conclusion de savoir si les moyens mis en œuvre pour la prévention de ces maladies cardiovasculaires, notamment au niveau de l'alimentation, sont proportionnels au nombre de décès. Pour moi, la réponse est clairement non. Donc au final, on devrait accepter de manger de tout, ce qui est la phrase préférée des industriels, c'est-à-dire de ne pas se soucier de la provenance et de l'impact des aliments, d'accepter d'être tout le temps fatigué, malade, de traîner des problèmes digestifs toute sa vie, sous prétexte qu'il ne faut surtout pas se priver, qu'il faut accepter de se faire plaisir, un discours bien rodé par les industriels pour vous empêcher d'arrêter leurs produits. Il faut maintenant que je vous explique un point très important, c'est le mécanisme de défense et le fonctionnement de l'industrie agroalimentaire, ou d'ailleurs de l'industrie pharmaceutique, car son système de défense est très similaire, et ces deux industries, agro et pharma, sont fortement liées. Et donc système de défense qui est totalement copié et qui s'inspire à 100% du système de défense inventé par l'industrie du tabac, qui est l'industrie qui a tout inventé du point de vue de la défense de produits toxiques. Et donc, ce mécanisme et ce système de défense reposent sur 5 points. Premièrement, très facile à comprendre, tout ce qui va tourner autour du marketing et du style de vie, c'est-à-dire faire passer leurs produits comme étant liés à un certain style de vie moderne. Le meilleur exemple historique d'il y a quelques dizaines d'années, ce sont les céréales de petit déjeuner qui, dans les années 60, 70, étaient vendues comme étant un produit typique du citadin moderne, actif. Par exemple, en Angleterre, vendu tel quel par rapport au petit déjeuner traditionnel anglais, bacon, etc., qui lui était vu comme un petit déjeuner de campagnard, donc plutôt d'anciens, de non modernes. Et donc il y avait tout ce marketing autour du style de vie pour que les gens s'approprient aussi un produit par rapport à cette thématique, pas forcément donc par rapport à un intérêt nutritionnel, mais parce que ça leur permet de se sentir appartenir soit à une communauté, donc soit un style de vie. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est le fait de décrédibiliser le camp adverse. Donc on va retomber ici sur l'orthorexie dont je parlais juste avant. Il s'agit donc de décrédibiliser le camp adverse, c'est-à-dire pour les industriels, tous ceux qui vont chercher à manger des produits bruts de qualité, locales, de saison, bio, etc. Enfin, il y a plein de possibilités, de profils différents, mais en gros, soit on les fait passer comme étant dans l'erreur, soit on peut les classer même comme étant sectaires, ou soit comme ayant un problème mental ou psychologique, voire l'orthorexie. Un autre très bon exemple ici, c'est le cas du gluten. Par exemple, si vous tapez régime sans gluten sur Google, l'un des premiers résultats sur lequel vous tombez, c'est un article qui date d'il y a quelque temps, d'un psychothérapeute dont je tairai le nom, mais qui, c'est marrant d'ailleurs, est le même qui était interviewé dans le sujet sur France 2 sur l'orthorexie et qui parlait donc également que beaucoup de gens sont orthorexiques, etc. Eh bien, cette personne a écrit aussi un article sur le gluten que l'on trouve facilement par Google, dans lequel il dit que le régime sans gluten, c'est un snobisme. Il y a de quoi en tomber de sa chaise. Premièrement, c'est déjà faire preuve d'une inculture scientifique totale, c'est-à-dire une non-maîtrise absolue du sujet. Je pourrais lui envoyer par exemple le livre de mon ami Julien Vénesson, Gluten, comment le blé moderne nous intoxique, avec des centaines de références scientifiques, avec des interviews des meilleurs chercheurs mondiaux sur le sujet. Dire que c'est soit un snobisme, soit une maladie imaginaire aux millions de personnes qui souffrent non seulement de maladies cœliaques, d'intolérance alimentaire, mais, comme les dernières recherches le montrent également,
d'une sensibilité ou d'une hypersensibilité, ce qui est mon cas par exemple, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément les marqueurs classiques de la maladie cœliaque, on ne va rien voir par coloscopie ou même éventuellement par prise de sang, mais il peut y avoir des symptômes parfois difficiles à identifier, pas seulement des troubles digestifs, mais chez certaines personnes de l'acné, des maux de tête, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais de dire que vouloir manger sans gluten, après, il faut savoir également quelle est sa situation. Est-ce qu'on est intolérant, sensible, sans aucun problème? De dire que de vouloir manger sans gluten, c'est du snobisme, ça mérite des baffes, quoi. Je vais être très clair. Mais on pourrait prendre d'autres exemples, par exemple les produits laitiers, qui est un sujet un petit peu plus complexe qu'on veut bien le croire. La réponse n'est pas totalement blanche ou noire, même si je suis plutôt d'un avis négatif dessus, mais ce qui est clair, et on va le voir d'ailleurs avec un exemple tout à l'heure, ce qui est clair, c'est que de se gaver de yaourt, de lait, de fromage, enfin de produits laitiers en général, dans les quantités telles que conseillées par les organismes officiels notamment, ou par les industriels, c'est totalement aberrant, mais voilà, aujourd'hui, pour le discours officiel, si vous refusez de manger des produits laitiers, voire même si vous en mangez un tout petit peu et que vous êtes dans une cible comme par exemple les femmes après la ménopause, donc plus sujettes à l'ostéoporose, etc., on va vous classer, encore une fois, là c'est la preuve de ce deuxième pilier de la stratégie de défense, on va vous classer comme déviant, on va vous dire attention, vous allez tomber en poussière, vos os vont se casser, vont être tout fragiles si vous ne mangez pas plein de produits laitiers à chaque repas. Troisième point de défense, un grand classique, le fait de payer de manière directe ou indirecte des experts, des médecins, des scientifiques pour défendre tel produit ou tel médicament, ou alors même pour réaliser des études forcément biaisées, d'où l'importance de toujours vérifier qui est le commanditaire de telle ou telle étude. Et lorsque je dis payer de manière directe ou indirecte, vous avez certainement entendu parler côté laboratoire pharmaceutique, des visiteurs médicaux qui donc vont faire des cadeaux en nature auprès des médecins, mais après ça peut être payer des voyages, subventionner des séminaires et donc jusqu'à subventionner des recherches, des rapports de recherche, etc. Un bon exemple, ce sont les études ces dernières années qui critiquent les compléments alimentaires. Alors, déjà, il faut savoir que, notamment en France, le système de santé est très très fortement anti-compléments alimentaires de base. Donc déjà, on est mal parti avec ça. Et de temps en temps, il y a des études qui sont reprises dans les médias de manière totalement simplifiée, qui vont titrer « Les compléments alimentaires sont tous mauvais pour la santé », alors que c'est un petit peu plus complexe que ça. Si on rentre dans les données brutes, on voit que par exemple, telle étude, eh bien, ils ont utilisé un multivitamine qui n'était pas forcément bien dosé ou qui contenait des métaux pro-oxydants comme le fer, le cuivre, le manganèse qui, au sein d'un complément alimentaire, peuvent poser problème. Alors qu'en face, on a des substances, par exemple la vitamine D, qui, chez les personnes qui sont en déficit, c'est-à-dire l'immense majorité, notamment des occidentaux, eh bien, la vitamine D, en complément, a énormément de bénéfices et on a montré avec des dizaines, des centaines d'études qu'elle avait un impact donc très positif sur un grand nombre de pathologies. Quatrième point qui est lié au précédent et qui en est en fait le prolongement, c'est le fait de pousser ensuite ces experts dans les médias. Donc on va ensuite inviter ces experts payés par l'industrie pour défendre tel ou tel produit, enfin pour en parler, mais finalement ils vont les défendre. Le meilleur exemple ici, ce sont encore les produits laitiers, parce qu'on retrouve très très souvent des médecins nutritionnistes ou d'autres scientifiques qui vont dire beaucoup de bien des produits laitiers, mais malheureusement, si l'on fait un petit peu quelques recherches, on va tomber sur les conflits d'intérêts, que telle personne est à la fondation Danone, que tel autre est au comité scientifique de Candia ou d'Yoplait. Enfin, vous voyez le principe, et malheureusement, les journalistes ne font pas forcément leur travail, soit déjà en n'invitant pas ces personnes, mais en essayant de trouver des experts indépendants, ou au minimum en les obligeant à déclarer leur conflit d'intérêts avant de rentrer dans le discours. Et le cinquième pilier de cette défense qui se déroule un petit peu plus en coulisses, c'est tout ce qui va tourner autour de la politique. Donc d'une part, influencer l'aspect réglementaire pour qu'il n'y ait surtout pas de nouvelles contraintes ou de nouvelles règles
qui pose problème aux industriels. Le meilleur exemple, c'est celui dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur l'Europe qui voulait imposer un nouveau système d'étiquette avec un système de feu tricolore, vert, orange, rouge sur les quantités de sel, de graisse, de sucre, etc. Et les industriels avaient dépensé au total plus d'1 milliard d'euros en lobbying pour tuer cette proposition de loi dans l'œuf. Donc ça, c'est un très bon exemple. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans laquelle je parlais de ce sujet sous cette vidéo. Donc il y a cet aspect réglementaire et influence des parlementaires et des politiques. Et le deuxième sous-pilier de ce système de défense, c'est le chantage à l'emploi. C'est-à-dire que on retrouve aussi ça dans cette bataille en 2010 sur le système d'étiquetage. Les industriels vont venir voir un député, par exemple, en lui disant « Ouais, mais attention, là, moi j'ai une usine dans votre région avec 1000 emplois. Si jamais vous faites des règlements qui nous posent problème, on va perdre de l'argent et on va être obligé de délocaliser et donc vous allez avoir plus de chômage dans votre région, etc. » Le problème, c'est que bien entendu qu'il faut que les gens aient de l'emploi. Personne ne souhaite que les gens soient au chômage. Mais si on ne fait jamais aucun changement, si on ne cherche pas à aider les gens à trouver de nouveaux emplois qui correspondent aux nouvelles attentes et aux nouveaux critères de la société, eh bien on en serait encore au charbon ou à produire de l'amiante. Pour finir, et pour vous illustrer l'importance de savoir lire les étiquettes et donc de vous pencher sur la question, ce qui ne fait pas de vous des orthorexiques, je vous rassure, je vais illustrer un petit peu tout ça avec ces quelques produits que j'ai été acheter dans le supermarché de mon quartier. Je peux vous assurer que ça m'a fait très très mal de dépenser de l'argent pour ces produits mais voilà, je le fais pour vous et pour vous montrer un petit peu. Travail de lecture des étiquettes et de critères de choix des aliments, qui est en fait un petit peu celui que je fais lorsque j'accompagne des gens au supermarché, ou qui correspond également à tout un module sur les critères de choix et les courses dans le programme Natura Coach. Dernière précision, si jamais il y a des responsables des marques que je vais évoquer qui tombaient sur cette vidéo, je précise bien deux choses, c'est que d'une part, sur Internet, nous avons parfaitement le droit de citer les marques. C'est tout de même un aspect réglementaire important. Parfois, certaines personnes l'oublient et peuvent prendre peur. Il n'y a aucune jurisprudence qui m'imposerait de ne pas citer les marques. Et deuxièmement, je ne vais pas être dans la diffamation, je vais simplement être dans le factuel, la lecture des étiquettes, mais vous allez voir que simplement en restant dans le factuel, déjà, ça fait un discours très très fort. Commençons par un grand classique que j'aime prendre en exemple, les céréales du petit déjeuner en général et les Special K en particulier, parce que c'est un exemple très parlant. D'ailleurs, il faudra que je vous parle un jour de l'histoire des frères Kellogg's. C'est une histoire très intéressante. Ce sont eux qui ont inventé les céréales du petit déjeuner, entre guillemets, et c'est très lié à d'autres aspects de l'histoire de l'alimentation, notamment la version américaine et finalement occidentale du végétarisme, en tout cas au début du XXe siècle. Il y a plein de points très intéressants dans cette histoire, mais revenons à nos céréales. Ce sont des céréales vendues comme étant très bonnes pour la ligne, idéales comme partenaire pour perdre du poids, alors qu'il n'y a rien de plus faux. Pourquoi? Déjà, si on s'attarde simplement à la devanture du paquet, on voit qu'il y a marqué 1,5% de matière grasse seulement. En fait, ce type de produit est l'enfant spirituel, entre guillemets, d'une tendance apparue à la fin des années 70 et au début des années 80, tendance dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, qui arrive avec les premières recommandations alimentaires aux États-Unis notamment, et recommandations qui vont mettre tout l'accent négatif sur les graisses, qui vont dire surtout éviter les graisses, parce que tous les différents lobbies du sucre, des céréales, du maïs notamment, voire même de la viande, etc., vont tous chercher à défendre leur gagne-pain, et tout ce qui restera à la fin, c'est l'aspect négatif des graisses, et donc forcément les industriels derrière vont se jeter
sur cette occasion pour sortir tous les produits light, pauvres en gras, voire 0% de matière grasse. Et donc ce type de produit en fait existe depuis le début des années 80 parce que dans l'imaginaire des gens, c'est rentré que le fait de manger peu de graisse est bon pour la ligne, alors qu'en fait il n'y a rien de plus faux, c'est plutôt les sucres avant tout qu'il faut éviter. Et donc en fait, si l'on regarde la liste d'ingrédients de ce produit, on voit qu'il s'agit essentiellement de céréales, donc sous forme de flocons, et ensuite de sucre. Céréales qui ont un indice glycémique élevé, plus le sucre, il y a l'équivalent de 15 grammes à peu près, donc 3 morceaux de sucre pour un bol de céréales. Donc tous ces ingrédients ensemble vont vous faire des pics d'insuline qui vous garantissent d'avoir faim déjà 1 à 2 heures après le repas, donc de grignoter encore plus, et pics d'insuline qui garantissent également la prise de gras, notamment au niveau abdominal, sur le moyen et le long terme. Produit suivant, les yaourts allégés, donc, qui sont toujours dans cette même logique de l'allégé. Ici, double 0%, 0% de matière grasse et 0% de sucre ajouté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait 0% de matière grasse, alors c'est jamais vraiment 0%, il y en a tout de même une quantité minimum, mais donc 0% de matière grasse, ça veut dire qu'on va utiliser du lait écrémé, pour le cas d'un yaourt, et 0% de sucre ajouté. Ça veut dire qu'en fait la recette à la base avait du sucre et que l'on a remplacé par des édulcorants, d'où la mention 0% de sucre ajouté. Donc si on regarde la liste des ingrédients, comme je le disais, on voit du lait écrémé, d'où la mention 0% de matière grasse. Aucune idée de l'origine du lait, mais forcément c'est du lait très industriel, des vaches élevées dans des conditions certainement assez atroces. Comme on a du lait écrémé, forcément en face il faut mettre des agents de charge, des épaississants, des additifs qui peuvent poser problème surtout au niveau digestif chez certaines personnes et qui permettent de donner de la texture. Arômes, ça c'est toujours le grand classique sur des produits industriels, vous n'avez aucune idée du détail de ces arômes, de leur provenance, de leur fabrication. Et pour finir, des édulcorants, donc ici 2, acésulfame K, qui est un édulcorant de synthèse qu'on peut considérer comme ayant un impact aussi négatif que l'aspartame, et le sucralose qui, dans ce yaourt, a remplacé l'aspartame récemment. Sucralose que l'on pouvait considérer pour un édulcorant de synthèse comme étant à peu près inoffensif, mais pas de chance, très récemment est sortie une nouvelle étude qui montre que le sucralose pourrait influencer la glycémie et même être un cancérigène possible. Pour finir, dans ce type de produit laitier, ils vous mettent qu'ils rajoutent de la vitamine D. Le problème, c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit des yaourts, du lait ou tout autre produit, s'ils mettent en avant, donc dans un produit alimentaire, le fait de mettre de la vitamine D, il faut savoir que la réglementation interdit de toute manière de mettre des doses très élevées. Donc les doses autorisées dans les produits alimentaires de vitamine D sont tellement faibles qu'ils n'ont de toute façon aucun impact. Alors peut-être que vous ne voulez pas manger des céréales ou des yaourts pour votre petit déjeuner, mais vous avez envie de vous faire des œufs. Ce qui est une bonne idée, hein. Les œufs, s'ils sont de qualité, sont des aliments avec des nutriments très intéressants. Mais encore une fois, il faut savoir les choisir. Si vous regardez cette boîte, c'est très intéressant parce que d'un côté, vous voyez marqué l'œuf de nos villages, donc il y a toute une évocation de la campagne, donc peut-être des petits producteurs, du naturel, etc. Et ensuite, la mention poule élevée au sol. Poule élevée au sol, qu'est-ce que cela veut dire? Si l'on regarde sur la coquille de l'œuf, vous avez une série de chiffres et de lettres qui nous permettent de connaître le mode d'élevage et la provenance de l'œuf. Donc vous avez un chiffre ici 2, qui détermine le mode d'élevage, FR France, et ensuite c'est le code de l'éleveur. Le chiffre 2 donc, correspond effectivement à poule élevée au sol, mais au sol en fait, comment? En hangar, c'est pas poule élevée en plein air. 0 sur les œufs, ça veut dire bio. 1, c'est plein air, équivalent label rouge si vous voulez. 2, c'est enfermé dans des hangars, élevage industriel assez médiocre, hein, de qualité. Et 3, c'est en batterie. Donc 2, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que c'est un mode d'élevage très industriel, très peu qualitatif, où les poules sont complètement entassées les unes sur les autres. Les odeurs dans ce type de hangar sont absolument
insupportable. Donc de toute manière, je vous déconseille totalement des œufs issus de poules élevées dans ce mode d'élevage. Donc si vous avez le chiffre 2 sur une coquille, de toute façon je vous conseille d'acheter uniquement que minimum des œufs bio, voire en biodynamie. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Mais voilà, il faut faire attention aux mentions que l'on vous met sur les boîtes qui peuvent induire en erreur, peuvent faire croire à une certaine naturalité, à une certaine qualité, à évoquer éventuellement des petits producteurs, etc., alors qu'il n'en est rien. Oublions les céréales et les yaourts pour votre petit déjeuner. Peut-être que vous avez envie de vous faire des tartines avec de la margarine pour remplacer le beurre. Donc margarine en plus que j'ai choisi qui réduit le cholestérol, donc formidable pour la santé. Plusieurs problèmes ici. Premièrement, le cholestérol, sur lequel je ferai une vidéo entièrement dédiée au sujet dans quelques temps, dans quelques semaines, parce que ça mérite bien ça. Pour rappel, juste en deux mots, le cholestérol est un petit peu un faux problème. Réduire le taux de cholestérol ne signifie pas forcément d'ailleurs réduire le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire. D'où le fait aussi que les médicaments anti-cholestérol, les statines, ne montrent pas dans les études réalisées même par les laboratoires, quand on rentre dans les données brutes, ne montrent pas forcément, même pas du tout, une réduction du taux de mortalité par maladie cardiovasculaire. Ça réduit le taux de cholestérol, oui, mais c'est tout ce que ça fait. Hein. Donc, margarine qui réduit le taux de cholestérol, et en plus, quand on rentre dans la liste des ingrédients, c'est là que ça devient intéressant aussi. On a donc forcément un mélange d'eau et d'huile, alors des huiles végétales, dont on ne connaît pas le détail, certainement palme, tournesol, peut-être colza. Des esters de stérol végétal, c'est donc l'ingrédient qui permet de réduire le taux de cholestérol. Différents autres ingrédients, de la poudre de babeur notamment. Donc c'est un petit peu dommage par exemple pour ceux qui fuient le beurre parce qu'ils sont allergiques aux produits laitiers. Si jamais ils prennent un produit tel que celui-ci, ils vont avoir aussi des problèmes. Un conservateur, le sorbate de potassium. Alors, sorbate de potassium, plusieurs études indiquent des risques de toxicité. J'ai même trouvé une étude très récente qui dit que le sorbate de potassium augmenterait les produits de glycation, ce qui accélère donc le vieillissement. Mais le vrai problème de quasiment toutes les margarines et de ce produit-là en particulier, c'est le taux d'oméga 6. Donc, pour rappel, il y a différents types de graisses. Saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Dans les polyinsaturés, on a les fameux oméga 3 et les oméga 6. Eh bien, les oméga 6 dans ce produit-là représentent 40% des graisses, ce qui est absolument énorme. Et les oméga 6 en trop grande quantité sont pro-inflammatoires et ce sont eux qui posent beaucoup plus de problèmes, notamment au niveau cardiovasculaire, que les graisses saturées ou même que le cholestérol. Donc au niveau santé cardiovasculaire, on a vu bien mieux que ce type de produit. Bon, jusqu'ici, c'est pas brillant. Alors à ce moment-là, mangeons peut-être du saumon. Saumon, plein d'oméga 3, du poisson, c'est bon pour la santé. Le problème du saumon acheté en supermarché qui n'a aucun label, c'est du saumon d'élevage déjà, dans 99% des cas. Le seul saumon sauvage qu'on peut trouver, notamment en France, à la rigueur, c'est du saumon argenté du Pacifique. Donc ça va être forcément dans le rayon surgelé que vous allez le trouver, vu qu'il vient de l'autre bout du monde. Donc en saumon frais, on a du saumon d'élevage. Le premier producteur de saumon d'élevage au monde, c'est la Norvège, hein, vous devez le savoir. Et vous avez dû entendre parler de quelques scandales sanitaires, notamment le fait que dans les granulés que l'on donne pour nourrir les poissons d'élevage, on retrouve des traces de pesticides. Et en plus, on les gave d'antibiotiques également. Pourquoi ? Parce que forcément, dans les élevages industriels, dans ces espèces de grands filets, dans les fjords qui servent à faire de l'élevage de saumon intensif, eh bien, ils sont collés les uns contre les autres, donc ils se transmettent les maladies. Les maladies se développent beaucoup plus rapidement dans un élevage intensif, comme dans l'élevage terrestre, hein, comme chez les bovins. Dans les élevages intensifs où les aliments sont parqués les uns contre les autres, les maladies passent d'un animal à l'autre et se développent beaucoup plus rapidement et facilement. Donc notamment chez les saumons, on a beaucoup le pou de mer, qui est une espèce de minuscule crustacé qui leur fait des trous dans la peau. Et pour les combattre, les éleveurs les gavent d'antibiotiques notamment. Et donc au final, le saumon d'élevage intensif est un aliment
que l'on ne peut plus vraiment conseiller. Hein. Si on veut consommer du saumon, il faudrait qu'au minimum soit, s'il est d'élevage, qu'il soit bio. De préférence, en général, les meilleurs saumons bio sont d'origine Écosse, voire Irlande. Et comme je vous le disais, le seul saumon sauvage qu'on peut trouver, c'est celui d'Alaska. Il existe encore quelques saumons atlantiques, mais j'en ai quasiment plus jamais vu depuis un moment sur les étals des poissonniers. Oublions tout ça et tournons-nous peut-être vers les fruits, au moins c'est sain les fruits. Donc je regardais le rayon des jus de fruits pour vous trouver un bon exemple et je suis tombé sur ce produit que je trouve très parlant parce que c'est un nectar de cerise acerola. Donc nectar, il faut savoir que le terme nectar signifie toujours un mélange d'eau, de purée de fruits et de sucre, ce qui est le cas ici. Hein. Donc on a eau, purée d'acérola 30% et sucre. Sucre, l'équivalent pour un verre de 20 centilitres de 4 morceaux de sucre, même un peu plus, 21 grammes de sucre pour un verre de 20 centilitres, ce qui est absolument énorme, sans parler du sucre du fruit. Naturellement riche en vitamine C, oui, l'acérola est naturellement riche en vitamine C. Le problème, c'est que cette vitamine C est totalement dégradée lors de la fabrication de la purée de fruits. Et éventuellement, lorsqu'ils indiquent à teneur garantie en vitamine C, ça veut dire qu'ils rajoutent, lors de la fabrication du jus ou du nectar, de la vitamine C de synthèse. C'est comme avec les jus d'orange, hein, il y a marqué à teneur garantie en vitamine C, c'est parce qu'en fait, ils ont ajouté ensuite de la vitamine C lors de la fabrication du jus. Vitamine C qui elle-même va à nouveau se dégrader parce que avec le temps, il y a un peu d'air qui passe au travers du contenant, notamment d'un contenant en carton comme celui-ci, l'air qui oxyde la vitamine C, et il y a une partie donc de cette vitamine C de synthèse ajoutée qui va à nouveau se perdre, et donc c'est clairement pas vers ce type de produit qu'il faut se tourner pour les apports en vitamine C. De toute façon, la quantité de vitamine C totale est très loin d'être suffisante dans un jus, comme par exemple dans un jus d'orange. Et enfin, de toute manière, les jus en général ont un indice glycémique assez élevé, et un produit comme celui-ci encore plus, vu la quantité de sucre qu'il possède. Vous espériez peut-être pouvoir manger des fruits secs. Le problème, c'est qu'il faut aussi savoir les choisir. Le meilleur exemple, ce sont les abricots. Les abricots classiques industriels achetés en supermarché sont comme ceci, vous voyez, orange fluo, alors que des abricots, notamment en bio, séchés naturellement, ont cette couleur marron foncé, brun foncé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les abricots industriels orange fluo, les industriels se disent, dans l'imaginaire des gens, les abricots c'est orange, donc il faut qu'on vende des abricots secs orange. Mais ce ne sont pas leur couleur naturelle une fois séchés aux abricots, l'orange. Donc pour cela, ils utilisent du dioxyde de soufre qui se retrouve dans la liste des ingrédients sur le paquet. Hein. Donc abricots secs, eau, extrait, conservateur, anhydride sulfureuse, du dioxyde de soufre en fait. Donc on utilise du dioxyde de soufre et en plus, au lieu de les faire sécher au soleil naturellement comme ces abricots-là, on va les faire sécher en général au four. Donc dioxyde de soufre plus séchage au four plus rapide, ça permet d'avoir cette couleur orange limite fluo. Sans parler du fait qu'ici il rajoute également de l'eau. Pourquoi? Parce que ça donne du poids, du volume aux abricots qui avaient trop séché. Et eau qui donc augmente le poids total du paquet, ce qui permet encore une fois de diminuer le coût de revient pour l'industriel. Mais malheureusement, qui dit eau dit forcément développement de bactéries, d'où la nécessité d'ajouter des conservateurs. J'imagine maintenant que vous êtes en train de déprimer. Peut-être que pour vous remonter le moral, vous avez envie d'une petite douceur, comme une mousse au chocolat. Hein. Finissons par ce bon exemple. Donc une mousse au chocolat maison, c'est quoi? C'est des œufs. Et encore là, je parle d'une version très classique, même pas ma version plus saine et gourmande. Une version classique, des œufs, du chocolat, du sucre et éventuellement de la crème. Bien, regardons la liste des ingrédients de ce produit. Vous voyez une liste d'ingrédients longue comme le bras. Donc déjà, quand vous voyez une liste d'ingrédients aussi longue, il faut absolument fuir le produit. Donc on a du lait un petit peu sous toutes ses formes, lait entier, poudre de lait écrémé, etc. Et également énormément de sucre, l'équivalent de 2 morceaux et demi de sucre pour un tout petit pot comme celui-ci. Donc ce qui est absolument encore une fois énorme, hein. C'est un produit
très très sucré, sans parler du fait qu'il n'y a pas d'œufs dans cette recette de mousse au chocolat. Donc forcément, une mousse au chocolat sans œufs, ils sont obligés de compenser par d'autres ingrédients, ici des émulsifiants, enfin bref, des additifs. Et pourquoi je vous montre ce produit en exemple? C'est parce que la liste des ingrédients fait peur, alors que si on regarde juste le packaging, voilà, la laitière, espèce d'image de tradition, de recette à l'ancienne, ce qui est totalement trompeur et en opposition totale avec la réalité de la qualité du produit et des ingrédients. En conclusion, ne laissez jamais personne vous empêcher de prendre en main votre santé. Bien sûr qu'il faut savoir se faire plaisir, et c'est ce que j'essaie de vous montrer au travers de Natura Coach, en défendant cette vision d'une alimentation saine et gourmande. Bien sûr qu'il ne faut pas s'exclure socialement, personne ne doit vous le souhaiter, et bien sûr qu'il faut savoir rester sain dans sa tête et ne pas tomber dans des extrêmes, notamment idéologiques. Mais comme je vous l'ai dit, il est plus que jamais nécessaire de prendre sa santé en main, d'apprendre à faire les choix, notamment à lire les étiquettes, parce que dans les années à venir, il faut être honnête, et j'en suis absolument persuadé, il va y avoir de plus en plus d'informations pour le grand public, des bonnes et des moins bonnes, mais en face de ça, il va y avoir aussi de plus en plus de contre-attaques des industriels, notamment d'un point de vue médiatique, et il est donc plus que jamais nécessaire de faire maintenant la révolution dans votre assiette. N'hésitez donc pas à continuer à vous informer, bien entendu, ensuite, ça c'est une question à part entière du choix des sources d'information, parce que toutes ne sont pas valables. Continuez à faire évoluer la qualité de vos aliments, à privilégier les produits de saison, les produits locaux, de petits producteurs, ce sera déjà beaucoup, les produits bruts, en évitant les produits industriels tels que ceux-ci, ça faut fuir comme la peste. Et éventuellement en vous faisant accompagner, comme au travers du programme Natura Coach, mais dans tous les cas, soyez fiers de vouloir prendre en main votre santé, ne laissez personne vous dire le contraire. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.